Bien, donc sans entendre, on va commencer avec la série de conférences cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de lutte anti-vectorielle, qui sera présentée par Dr Noël Elissa de la DAS de Mayotte. Donc j'ai dit Manaona à tout le monde. Bonjour, salam alaikum. Voilà, je vais essayer de vous présenter un tout petit peu la lutte antivectorielle à Mayotte, en essayant de me caler un petit peu sur le cadrage que vous avez pendant votre travail ici à l'atelier Palu. Donc déjà on sait que les maladies transmissibles, il y a l'HIV, la tuberculose, mais il y a aussi la leishmaniose, la fièvre jaune, il y a le palu. Donc tout ça c'est des maladies transmissibles. Ok. Donc on a deux types de transmission. Donc la transmission peut être directe, donc d'homme à homme ou d'animal à homme, soit elle peut être indirecte via l'eau, les aliments, l'air et bien sûr les vecteurs sur lesquels je vais plus me concentrer. Donc dans les vecteurs, il faut savoir, donc les acteurs des maladies vectorielles, c'est les vecteurs eux-mêmes, l'homme, il peut y avoir des réservoirs comme pour la peste, et aussi le pathogène, donc le plasmodium, les leishmanies. Tous les acteurs des maladies vectorielles sont sous l'influence d'un certain nombre de critères, donc soit l'environnement, avec la température, la réceptivité du vecteur vers le pathogène. Nous avons aussi la réceptivité du réservoir au pathogène. Est-ce que c'est un réservoir dans lequel nous allons avoir l'intervention d'un vecteur ou bien ça va être une transmission d'homme à réservoir. Et enfin, nous avons les vecteurs avec un certain nombre de critères qui vont rentrer en compte dans cette transmission, donc l'anthropophilie ou bien la zoophilie, l'endo ou l'exophagie, la résidence et l'activité aussi. Tout cela, tous ces acteurs sont sous l'influence quand même du milieu dans lequel va vivre le vecteur. La lutte devrait commencer par une surveillance de ce qui se passe dans l'environnement dans lequel on est. Ensuite, un diagnostic rapide et un traitement rapide. Là, j'ai mis l'optimal concernant le palu, mais il y a d'autres tests qui sont faits aussi pour d'autres maladies. Enfin, nous avons la lutte antivectorielle qui peut être génétique, chimique, environnementale ou biologique. Ça peut contenir beaucoup de choses. Quand on parle de vecteurs, nous avons bien sûr les moustiques. Nous avons aussi, par exemple ici à Mada, vous avez la peste avec les puces. Nous avons les tiques qui peuvent transmettre les rickettsioses, les borrelia ou les babésias. Nous avons les mouches qui peuvent aussi transmettre la maladie du sommeil ou l'onchocercose. Quand on est dans un pays où on est responsable d'un programme de lutte transmis par les vecteurs, on ne peut pas être confiné juste sur tel ou tel insecte. Par contre, aujourd'hui, je vais juste vous parler des moustiques. Donc, dans les moustiques, il y a plus de 3000 espèces de moustiques dans le monde qui sont réparties en plusieurs genres. Surtout, ne pas confondre avec des gens qui ne sont pas du tout des moustiques, comme les tipules ou bien les chironomes. Donc, les chironomes, c'est les vers de vase que les pêcheurs prennent pour pouvoir aller pêcher les poissons. Et dans les moustiques, il ne faut surtout pas confondre entre un moustique vecteur et un moustique non vecteur, comme les Toxorynchites, qui sont des moustiques dont les larves vont manger les autres larves, donc c'est un larvivore. Et les moustiques adultes, on peut les prendre en modèle pour des transmissions virales. Comme ils ne piquent pas, on peut l'utiliser en laboratoire. Donc c'est un bon modèle de transmission d'arbovirose. Donc il nous reste dans les grands genres importants les Aedes, les Anopheles et les Culex, sur lesquels je vais me concentrer. Donc les Culex sont très connus dans l'océan Indien puisqu'ils transmettent la filariose lymphatique. Il faut savoir qu'à Mayotte, dans les années 80, on a réussi à éradiquer la filariose lymphatique. Donc c'est devenu une nuisance aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il peut aussi transmettre le West Nile
ou bien la vallée du Rift. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de la vallée du Rift qui sévit sur les côtes de l'Afrique et qui commence à arriver vers l'archipel des Comores et peut-être un de ces quatre sur Mayotte. Donc nous avons un représentant qui s'appelle le Culex quinquefachatus. Concernant les Aïdes, si vous n'avez pas entendu parler des Aïdes, bon, c'est des très bons vecteurs d'arbovirose, comme le chikungunya. Je pense que tout le monde en a entendu parler 2005-2006, les deux épidémies qu'on a eues dans l'archipel des Comores. C'est un très bon vecteur de fièvre jaune, de dengue. Il peut être vecteur de filariose aussi. Et ce qui est très important avec les Aïdes, qu'il faut prendre en compte lors de vos stratégies de lutte, c'est qu'il y a la diapose des œufs, c'est-à-dire que les œufs peuvent rester au sec pendant 1 an, 2 ans. Et aux premières pluies, les larves vont éclore et nous allons avoir une explosion de la population vectorielle. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une transmission verticale de certaines arboviroses, comme pour la fièvre jaune. C'est-à-dire que le virus va passer de la femelle infectée vers les œufs vont rester quiétants, et à la prochaine saison des pluies, nous allons avoir une explosion aussi de fièvre jaune, vu cette transmission verticale. C'est pour ça qu'il faut prendre tout ça en compte lorsque vous pensez à une stratégie de lutte. Enfin, donc là nous avons Aedes aegypti et Aedes albopictus, donc nos deux vecteurs principaux qui sont connus vecteurs de, comme je l'ai dit, fièvre jaune, dengue, et albopictus, qui maintenant est très important, puisque c'est un vecteur qui nous arrive d'Asie, et qui prend la place maintenant de plus en plus d'Aedes aegypti, et qui est un super bon vecteur de chikungunya. Enfin, nous avons donc les anophèles, que vous connaissez maintenant au bout de 6 semaines de travail sur le palu. Seuls les anophèles transmettent le paludisme, et sur les 400 espèces d'anophèles qu'on trouve dans le monde, seules entre 40 et 60 espèces vont transmettre. Et nous avons nos deux beaux vecteurs, donc Anopheles gambier et Anopheles funestus, qui est aussi un très bon vecteur de paludisme. Et c'est très important dans vos mises en place aussi des programmes de lutte, puisque les deux vecteurs ne vivent pas de la même manière. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir combattre justement un vecteur, il faut connaître quand même son cycle. Le meilleur moyen de combattre son ennemi, c'est de le connaître. Donc, nous avons les adultes, la femelle, donc qui va piquer. Elle a besoin du sang pour pouvoir élaborer ses œufs. Il y aura la ponte, donc ça c'est des œufs de culex qui sont en barquette. 48 heures après, nous allons avoir une éclosion de larves qui vont se transformer en nymphes. Des nymphes, il y aura l'émergence des adultes. Donc là, sur cette diapo, je vous ai mis tous les genres de moustiques que vous pouvez voir, donc entre les culex, les anophèles ou les aïdes. Qu'est-ce qu'on a qui se regroupe dans ces trois genres? Nous avons le sang qui est nécessaire pour le développement des œufs et l'eau qui est primordiale pour la ponte et le développement des stades immatures, donc des larves et des nymphes. C'est deux critères très importants aussi dans l'élaboration de votre stratégie de lutte. Donc la lutte, elle peut être une réduction des contacts, donc de la contamination. La réduction des contacts va prévenir la piqûre, donc on aura moins de ponte. Donc ça c'est une des phases importantes dans la lutte. Ensuite, on a aussi l'éradication des lieux de reproduction. Si le moustique ne trouve pas d'eau, il ne pourra pas pondre. Donc il n'y aura pas le cycle de développement qui va continuer. Ces deux points-là peuvent être mis en place avec la communauté, avec des actions sanitaires, d'assainissement, d'adduction d'eau, d'amélioration de la condition de vie, en mettant en place des moustiquaires imprégnés, etc., etc. Et enfin, donc, un contrôle de la population vectorielle en tuant les adultes ou bien en tuant les larves et les nymphes ou les deux ensemble.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une stratégie de lutte, tous les trois critères là sont très importants. On ne va pas commencer par exemple à tuer des larves et des nymphes, mais on peut avoir d'autres façons beaucoup plus simples à utiliser et moins coûteuses. Donc on verra ça au fur et à mesure. Donc concernant Mayotte, donc juste pour vous présenter Mayotte, nous avons petite terre, grande terre, nous avons des maquis comme chez vous, mais moins d'espèces, nous avons des baleines, nous avons des dauphins, tout ça. Et nous avons la barge, il n'y a que la barge qui nous connecte avec Petite Terre ou bien l'aéroport. Donc s'il n'y a pas de barge, il n'y a pas d'avion. Donc notre mission, c'est la prévention et la maîtrise des endémies et des épidémies, par la lutte contre les vecteurs des maladies, par la surveillance des risques de transmission des pathogènes, et enfin par une vigilance permanente aux risques sanitaires créés par l'environnement régional. Comme on le voit, Mayotte est enclavée entre l'Afrique, Madagascar et les autres îles, et l'Asie. Donc nous avons un risque d'introduction des pathogènes, il y a un risque de transmission à l'intérieur vu la zone de prolifération des vecteurs potentiels, la capacité vectorielle du moustique qu'on a et des conditions climatiques favorables. Donc les moyens qu'on a sont tant opérationnels, logistiques ou de surveillance, avec de grosses équipes, donc des agents de prophylaxie qui vont, eux, traiter les maisons ou traiter les gîtes larvaires ou faire prendre d'autres moyens de lutte. Nous avons des agents d'entretien. Nous avons, c'est vrai, nous avons une collation qui est distribuée puisque c'est des journées assez longues. La logistique avec un magasinier et le labo avec des agents techniques. Nous avons tout un matériel avec des voitures qui vont porter de l'eau, des voitures qui vont porter le matériel, des voitures aussi qui vont transporter le personnel. Nous avons des pulvérisateurs, des EPI, donc c'est des habits que vous voyez là, donc la cagoule avec les masques, les gants et les chaussures. Des téléphones bien sûr pour la communication parce que c'est très important quand vous êtes en stratégie concrète de lutte pour pouvoir avoir les équipes sur le terrain, sinon c'est très difficile de pouvoir les suivre. Et enfin nous avons un encadrement. Donc chef de service, chef opérationnel, logistique, chef de labo, des chefs d'encadrement et un secrétariat. Donc nous allons commencer par la surveillance. C'est des enquêtes entomologiques qui sont préalables et complémentaires des enquêtes parasitologiques et épidémiologiques. Ces enquêtes vont nous amener des éléments sur la transmission et sur les vecteurs qui vont l'assurer, puisque la transmission est un processus dynamique qui va varier selon la durée, la période et le milieu dans lequel on est. Vous avez vu là dans Bangos, vous avez un faciès équatorial, un faciès sahélien, donc il faut toujours avoir les données de base de votre vecteur pour pouvoir lutter contre lui. Donc ces études-là vont nous donner, par exemple avec l'étude des gîtes larvaires, nous pouvons suivre la dynamique des gîtes et pouvoir suivre sur un système d'information géographique comment vont passer où sont les zones à risque, où sont les zones qui seront plus à étudier ou pas. Par les captures de nid, les dissections, nous pouvons reconnaître les vecteurs et comment se fait la transmission dans l'année ou dans les 2 ans, ou si la transmission était forte suite à un impact de la lutte antivectorielle ou à d'autres formes de lutte, s'il y a eu une baisse de la transmission ou pas. Et enfin, nous avons des tests de rémanence et de sensibilité pour connaître aussi l'état de votre population vectorielle, savoir si vous allez utiliser tel ou tel produit. Donc, toute la surveillance doit nous aider à planifier, exécuter, suivre et évaluer les programmes de lutte. On peut aussi, à travers cette surveillance, proposer de nouveaux moyens, pouvoir adapter aussi les méthodes de lutte aux caractéristiques locales du vecteur, et enfin, cibler efficacement les mesures de lutte antivectorielle. Donc là, c'est des petits résultats que nous avons eus sur Mayotte. Donc la distribution des vecteurs de paludisme, donc Anopheles gombier, Funestus, et puis nous avons d'autres moustiques qui peuvent ou pas être vecteurs sur le site. Donc pour l'instant, nous avons confirmé le maintien d'Anopheles gombier en tant que vecteur majeur. Nous avons trouvé quelques individus
d'Anopheles finistus qui ont été déclarés absents de l'île pendant 15 ans. Donc on les a retrouvés. Pour les autres anophèles, on n'a pas encore de données spéciales au niveau vectoriel. Concernant les Aedes, donc nous voyons que nous avons un minimum d'Aedes aegypti, mais un maximum d'Aedes albopictus, ce qui rend très difficile la lutte contre les Aedes, puisque Aedes aegypti, lui, est plutôt confiné autour des maisons, il est plutôt confiné en milieu urbain, alors que Albopictus, il peut se trouver partout dans la nature. Et maintenant, il est en train de prendre la place d'Aedes aegypti à l'intérieur des villes, ce qui rend très dur notre tâche. Bon, et nous avons d'autres vecteurs qui sont connus être vecteurs de fièvre jaune aussi, dans d'autres pays, donc ils sont sous surveillance. Et enfin, autres, donc, c'est-à-dire les culettes ou Eratmopodides qui peuvent intervenir dans d'autres maladies. Ici, j'ai essayé de vous mettre les points chauds au niveau du paludisme, donc le nord, et un tout petit peu la côte ouest de Mayotte. Et ces zones-là sont plutôt à risque vu les endroits soit on a des ornières, soit on a tous les terrains de foot chez nous, c'est vraiment une catastrophe, parce qu'ils sont complètement immergés. Nous avons deux retenues collinaires que nous voyons ici, du côté du nord et du centre. Et nous avons aussi des zones d'insalubrité assez intenses. Donc tout ça fait que c'est des zones à risque. Là, ça n'a rien à voir avec le paludisme, c'est plutôt des indices concernant l'Aedes. Donc les indices de Breton se calculent par le nombre de gîtes positifs d'Aedes autour de 100 maisons. Donc nous avons des sites que nous voyons régulièrement et voilà les gîtes à Aedes. Donc des seaux, des pneus, là c'est une haie faite avec des bambous. Donc je vais vous donner une petite liste. C'est pour vous dire que selon le vecteur avec lequel vous allez travailler, vous devez diriger votre lutte. Donc à vous de voir maintenant avec Bongos comment vous faites. Donc là, c'est une diapositive qui est très spéciale parce qu'elle est illisible et c'est fait exprès parce que c'est une liste non exhaustive de gîtes larvaires que nous pouvons trouver partout. Donc nous pouvons aller des petits pneus, des lavoirs, des fûts jusqu'au l'embouchure des rivières, jusqu'à l'empreinte des bœufs. Il n'y a pas que les empreintes pas de bœufs, mais il y a aussi nos empreintes à nous quand nous allons dans des endroits à surveiller. Il y a aussi les caniveaux, j'en parle beaucoup parce que les caniveaux, on a trouvé dans certains endroits des anophèles dans des caniveaux. Donc c'est pas parce que c'est écrit dans les bouquins que les caniveaux n'est pas un bon endroit pour les anophèles qu'il faut éviter de regarder dans les caniveaux. Ça dépend de l'état de votre caniveau. On a quelques photos de milieu naturel. Donc là, nous avons Vincent Robert, en plein milieu d'un marécage chez nous. Là, c'est juste une embouchure de canal. Là, c'était des travaux dans une ville. Là, c'est une ornière, en plein milieu de la route. Donc, comme on dit, les routes qui ne sont pas bien entretenues. Là, nous avons le terrain de foot avec les gamins qui se baignent. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, tout ça, c'est des larves d'Anopheles gambier. Qu'on reconnaît à leur petite collerette blanche, là, 4-4. Là, c'est des petits exemples de gîtes naturels, donc des tiges de bambou, des plantes, voilà les différentes plantes qu'on voit qui sont superbes, mais qui sont aussi des gîtes à Aedes ou à Eratmopodides. Nous avons des gîtes dans les milieux naturels, donc qui sont pollués. Bon, là, c'est un petit peu la poubelle, mais on peut trouver aussi des vecteurs à l'intérieur. Là, on ne va pas trouver quand même de l'anophèle. Hein. Alors là, cette photo, elle est extraordinaire parce que juste derrière, il y a le dispensaire de la plus grande maternité de Mayotte, à Congo. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas parce qu'on est à côté d'un centre de soins qu'on est mieux, qu'on a un environnement qui est plus sain, quoi.
Donc, dans la nature, il faut faire aussi la différence entre un gîte naturel d'origine ou un gîte artificiel dans la nature. D'accord? Donc, à voir aussi. Les gîtes artificiels, donc, ils sont plus axés sur les évacuations d'eau. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Là c'est un caniveau avec des pneus. Des gîtes artificiels qu'on peut aussi éliminer. Donc là, nous avons une gouttière. Nous avons un bateau qui est mis sur des pneus. Nous avons une casserole dans les cimetières. Les barques qui ne sont pas renversées. Une bâche. Tout ça, c'est des gîtes à Aedes. Et là, voilà, c'est un fût de 200 litres. Et c'est c'est la petite ouverture, hein, c'est pas la grande ouverture, dans laquelle nous voyons les larves, les nefs et 2 adultes. Donc c'est sûr que c'est une photo un peu combinée, mais on les voit là, quand j'ai pris la photo, vous avez la nef qui est là et la larve qui est là. Donc nous avons tous les stades dans le même lieu. Donc la lutte antivectorielle, donc éviter les repas de sang, prévenir les lieux de reproduction, contrôler des populations vectorielles, et on va voir comment. Donc je vais juste vous rappeler, rafraîchir la mémoire par rapport à ce que j'avais dit il y a quelques années. Vous n'étiez pas là, mais bon, pour ceux qui étaient là. Dans les années 50, donc on commençait les premières actions de lutte. Nous étions en présence d'un paludisme à transmission saisonnière. Les indices plasmodiques étaient d'environ 50% dans la population. Il y avait le traitement insecticide sporadique avec le DDT, mais en même temps il y avait aussi le traitement à la chloroquine de la population. On arrive à les années 76, dans laquelle la lutte antivectorielle en tant que telle qu'on la voit aujourd'hui avec des équipes et tout, se met en place, s'officialise. Toujours avec DDT, et on avait mis du malathion en même temps, donc pour combiner 2 fois par an le DDT et 3 fois par an le malathion, donc toujours par rapport à la saisonnalité du paludisme. Et on arrive dans les années 80 où un arrêt complet de la transmission du paludisme. Qui dit arrêt de la transmission dit tout le monde dort. Ça y est, on a réussi, on peut lâcher maintenant. Ce n'est plus devenu un problème de santé publique. Et voilà, dans les années 81-83, augmentation des indices plasmodiques dans la population. Dans les années, en 82, nous avons les chercheurs qui commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant attention, Mayotte est fragile, nous sommes au milieu quand même d'un environnement qui fait que nous pouvons avoir un apport de l'extérieur. Il ne faut pas baisser, mais même de l'intérieur, parce que nous avons un palu à bas bruit, hein, il n'était pas complètement arrêté, et du coup il faut quand même consolider l'action qui a été mise en place. Donc avec toujours sporadiquement du malathion, DDT et du téméphos, donc c'est un produit qui a été ajouté qui est plus ciblé sur les gîtes larvaires. Et ensuite la catastrophe, 84, 91, 96, donc les 3 épidémies. Alors les épidémies, elles sont de différentes natures, soit parce qu'il y a eu un cyclone qui est passé, soit parce qu'il y a eu des travaux de route ou de construction énormes qui ont fait que. Et en fait, ça a toujours démarré par le sud. Le sud qui, lui, ne représentait pas un grand danger. Donc faire attention aussi, c'est pas parce qu'on est dans une situation où on a un palud saisonnier avec des moments où il y a des baisses, que ça veut dire qu'on est protégé. Faire attention à la suite. Donc là, on commence à introduire les poissons larvivores, donc des guppies. On change la stratégie puisqu'il y a eu l'interdiction du DDT et du malathion, donc c'était des traitements à la bétamétrine et au phényltronchon. Toujours avec le téméphos pour les gîtes larvaires. Ensuite, il y a eu en 96 un essai avorté de moustiquaires imprégnés. Alors là, je vais m'arrêter 2 secondes parce que vous avez un travail à faire là-dessus. Faites attention quand vous mettez en place des moustiquaires imprégnés de mettre à contribution la connaissance de la population et l'acceptation de la population par rapport à ce que vous allez mettre en place. Donc on aurait pu comprendre ou imaginer qu'à Mayotte les moustiquaires imprégnés allaient marcher parce que
La moustiquaire en général fait partie de la dot de la femme à Mayotte. Donc, allez-y, on y va, on va faire un grand chantier moustiquaire imprégné, on arrête les traitements et tout. Il se trouve qu'un mois après, les moustiquaires, on a découvert que les moustiquaires qui ont été utilisés ne sont pas conformes aux besoins de la population, c'était pas joli, c'était pas beau. Les moustiquaires à Mayotte doivent être blanches, doivent être grandes, spacieuses, elles sont là aussi pour faire joli. Il y a des dessins, il y a des choses là-dessus, il y a, bon, c'est joli, puis c'est plus utilisé pour cacher le couple dans la maison. Je pense que dans les Comores ou dans certains autres pays en Afrique, c'est la même chose. Au Gabon, c'était la même chose. Donc, les moustiquaires qui ont été mises en place à ce moment-là, c'était des moustiquaires qui étaient une donation de je ne sais plus qui, bon enfin, c'était une donation, donc c'était des moustiquaires crème, très serrés, et puis ça ne prenait pas le lit, c'était des moustiquaires rondes, donc il n'y avait pas la facilité de pouvoir bouger. Donc tout ça rentre en compte dans votre étude sur le terrain. Je l'ai fermé, non. Donc on arrive en 2001 avec plus de 2000 cas de paludisme sur l'île, sachant que nous à l'époque on était 160 000 habitants. Il y a eu des morts, et là on a dit stop, on ne peut pas continuer comme ça, donc là il y a eu l'arrêt pour pouvoir mettre en place un programme de lutte sur Mayotte. Donc oui, en 95 aussi je disais il y avait les alertes et personne n'a entendu ces alertes-là. Donc heureusement qu'en 2001, bon là, il y a eu le stop de dire bon maintenant il faut mettre en place un programme de lutte conséquent. Par rapport au chic, donc c'est juste pour vous dire que le chic est apparu en janvier 2005 dans les Comores. On ne savait pas encore que c'était le chikungunya, on pensait que c'était dengue-like, parce qu'on sait qu'il y a de la dengue qui sévit un tout petit peu dans nos îles à bas bruit. Donc ensuite, c'est parti des Comores via la Réunion, et c'est arrivé à Mayotte donc en 2005. Ce qui était assez important, assez intéressant, c'est que en mars, nous avons eu nos premiers cas jusqu'en juin, donc on a eu 63 cas en 2005. Il y a eu un arrêt net de toutes les déclarations, je parle bien de déclarations parce qu'on n'avait aucun autre moyen de savoir si les gens étaient malades ou pas. Et ensuite, en janvier 2006, avec le retour des vacanciers, nous avons eu notre superbe flambée épidémique à Mayotte. Donc en résumé, nous sommes en présence au jour d'aujourd'hui avec un paludisme à transmission continue. Donc vous voyez, l'épidémiologie a changé des années 50 à aujourd'hui. Nous avons Anopheles gambier qui est le vecteur majeur et on est en train de rechercher le sinustus qu'on a trouvé mais très peu d'individus. Falciparum est notre parasite d'excellence, sachant qu'on a les trois autres aussi qui circulent à bas bruit à Mayotte. Concernant le chikungunya, donc pour le peu d'expérience qu'on a, j'espère qu'elle va s'arrêter là, notre expérience chikungunienne. Donc nous avons une transmission un peu de pic saisonnier apparemment. Nous avons Albopictus qui serait le vecteur majeur. N'oublions pas Égyptie qui est quand même un bon vecteur de fièvre jaune et autres et qui peut aussi l'être pour le chic. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ont donné les résultats. Et la population a été atteinte à 38%. Donc aujourd'hui, la population est couverte pour 38% d'entre elles. Si on a encore du chikungunya, ben, on risque d'avoir une flambée. On n'est pas encore complètement sorti de l'affaire. Donc la méthodologie LAV, c'est-à-dire du service de la lutte antivectorielle. C'est traitement intradomiciliaire, concernant le palu, traitement intradomiciliaire par imprégnation des murs, donc c'est notre activité principale contre les vecteurs du paludisme. Nous avons le traitement chimique aussi des gîtes larvaires par le téléphos, mais là on peut toucher autant les anophèles que les culex. On peut aussi, dans certains cas, toucher les Aedes. Nous utilisons aussi beaucoup
les larvivores, donc les guppies comme nous voyons là, c'est des petits poissons, tout petits poissons qu'on met dans tous les endroits où il y a de l'eau stagnante à longueur d'année et dans lesquels les petits poissons peuvent vivre. Si on les met dans des collections temporaires, ben le poisson ne va pas vivre. Donc il faut réensemencer les endroits dans lesquels il faut mettre du poisson. Et enfin, donc, nous utilisons l'aquacautrine, qui est à base de bétamétrine, en facial, contre les Aedes adultes. D'accord? Et bien sûr, nous avons beaucoup une action basée sur l'éducation à la santé, puisque autour des maisons, nous avons énormément de gîtes. Comme vous avez vu, les gîtes Aedes, c'est des gîtes qui sont plutôt des seaux, des fûts, et donc, je vais en parler en fin de conférence sur l'action qu'on a ciblée au niveau de la population. Donc l'organisation, ça c'est plus pour vous dire comment nous on organise sur le terrain, donc concrètement comment ça se passe. Donc il y a le chef de service qui va être le coordonnateur des 3 ailes, c'est-à-dire les opérations de lutte antivectorielle en tant que telles, le laboratoire et la logistique. Nous avons des chefs d'encadrement qui vont suivre 8 équipes sur le terrain, dans lesquelles ils sont répartis en 8 équipes. Il y a un chef d'équipe avec un adjoint, puis des agents permanents, et de temps en temps, nous avons un apport de vacataires selon le cas qu'on veut, c'est-à-dire si on est en interépidémie, en épidémie ou autre. Et c'est là qu'on voit, soit on est en sectorisation, c'est-à-dire nous allons mettre chaque équipe sur un secteur, il s'occupe de son secteur tout seul, soit on va essayer de faire un regroupement de toutes les équipes pour avancer en masse, ce qui répartit la charge sur toutes les équipes, puisque nous avons quand même au niveau géographique des endroits où il y a des collines, des montées, il y a des endroits où on est vraiment, comment on dit ça, c'est plat, des endroits plats. Nous avons par exemple du côté de Mamoudzou, qui est notre capitale, comme on le voit ici, plus de 14 000 maisons en 15 000 maisons, alors que dans le sud, avec cette équipe, ils sont à 2 000 maisons, quoi. Donc ça répartit un peu la charge de travail. C'est un travail efficace puisqu'on est arrivé à faire plusieurs traitements dans l'année. Et enfin, il y a le gain de temps pour la logistique. Il ne faut jamais oublier dans le plan que vous utilisez, quelle est la part de la logistique dedans. Si vous n'avez pas une logistique qui vous suit, quel que soit votre plan, vous ne pouvez pas avancer. Donc voilà, en définitive, nous à Mayotte, on a 2 organisations. Donc, soit on est en interépidémie, donc nous avons sur toute l'année nos 58 agents de la lutte antivectorielle qui sont permanents, et on est en traitement intradomiciliaire plus les gîtes larvaires, donc on est plus axé sur le palu. Et on a décidé d'avoir 40 agents, 40 agents pour la lutte antivectorielle en renfort pour le paludisme en saison des pluies, plus 160 agents pour la lutte antivectorielle axée sur la zerbovirose, toujours sur les 2 mois de l'entrée en saison des pluies. Sachant que nous avons un relais qui devrait être pris par des agents de prévention qui sont eux là pour justement le plan que je vais vous expliquer avec la population. Par contre, quand on est en épidémie, alors là ça devient vraiment un méga travail dans lequel vous êtes là en tant que référent et non plus en tant que vrai décideur. Là maintenant, ça prend des proportions très, très fortes. Vous avez le préfet, vous avez le gouvernement, vous avez tout le monde qui rentre en place et vous êtes là, vous ne savez plus quoi faire. Donc en général, nous à Mayotte, en fait, on a eu l'apport des pompiers. Donc certains pompiers sont venus pour l'encadrement, pour nous aider à avancer. Et on a eu énormément de vacataires pour travailler avec nous. Par contre, à La Réunion, eux, ils ont fait le choix d'avoir des militaires pour travailler. Donc voilà, ça dépend. Nous, à Mayotte, on a préféré d'avoir un encadrement de pompiers avec des vacataires. On s'en est bien sorti quand même. Donc, je vous ai dit qu'on a eu deux phases. La phase 2005, où on a eu un début d'épidémie, quoi. On était au cas par cas, on a fait tous les lieux publics qui recevaient les publics, puisque le moustique il va piquer le matin et l'après-midi et non pas la nuit, comme pour l'anophèle.
Et il y avait aussi, on a traité les bateaux qui venaient en provenance de l'océan Indien, puisqu'on ne voulait pas que le moustique rentre chez nous. Bon, une fois qu'il est rentré, ça y est, on arrête ça, quoi. Il faut maintenant voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en 2006, on a travaillé par sectorisation, donc le nord, le centre et le sud, Mamoudzou, donc tout le côté de Mamoudzou, et Petite Terre avec des équipes qui étaient sur les 3 interventions, lutte intradomiciliaire, gifle larvaire et traitement spatial. Donc les résultats qu'on a eus, donc on s'était arrêté à 2001 avec plus de 2004 palus et 12 morts. Là vous voyez de 2002 au moment où on a repris le vrai travail, qu'on a réorganisé le service, qu'on a redéfini, qu'on a ciblé les actions, bon, on est en descente du nombre de cas palus, donc 2610 cas autochtones, c'est-à-dire de Mayotte. On est arrivé à 311 cas, avec bien sûr des cas d'importation qui viennent d'un peu de partout. Hein. Les cas d'importation, ça peut être moi qui arrive de Madagascar par exemple, ou d'Asie ou autre, je me ramène avec mes parasites, et je pense que là c'est le mixage des différentes souches de plasmodium avec la chloroquinorésistance ou pas ou autre. Si on est dans un pays où la chloroquine marche bien, sauf que moi j'arrive du Cambodge avec une chloroquinorésistance assez forte, on arrive et puis il y aura le mixage de ces souches là, et après bon ben nous on sera dans un état où on va commencer à avoir nos résistances qui vont commencer à augmenter, non? D'accord avec moi? Voilà. Donc juste à titre d'indication, en 2003, donc avec 3 traitements de l'île, on a effectué 108 000 traitements. Aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de maisons et non pas l'augmentation du nombre d'agents, c'est pour ça qu'on a pris cette histoire d'avoir des vacataires avec nous pour nous aider. C'est là aussi où le budget rentre en compte quand vous mettez en place une stratégie de lutte. C'est pas la peine de dire j'ai pas assez d'argent, personne ne va vous écouter. Par contre, quand vous présentez une argumentation en disant bon, en saison de sèche, j'ai moins de boulot à faire, mais en saison de pluie, j'ai énormément de travail à faire, donc je préfère avoir un certain nombre d'agents pour nous aider à avancer plus rapidement. Là, vous avez un argument qui tient la route de temps en temps. Ok, donc là, on est à 150 000 maisons à traiter avec le même nombre d'agents. Encore moins des fois. En 2002, donc voilà la répartition du paludisme sur l'île, et voilà en 2007, donc on a fait quand même un sacré bon boulot, non? Mais avec toujours notre problème du Nord, donc nous avons ce village-là où on n'arrive pas à baisser le palud, et d'ailleurs on va avoir 2 étudiants cette année pour essayer de répondre au mystère du Nord. Cette diapo, je vous l'ai montrée parce que nous avons donc les différents secteurs sanitaires, donc le nord, le centre, le sud de Mamoudzou et Petite Terre, donc ils sont là sur la graphique, et en pointillé, c'est l'intervention de la lave. C'est juste pour vous dire que nous avons réussi quand même partout à faire baisser les indices parasitaux, épidémiaux plutôt, mais à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, soit de mouvements sociaux, soit d'un oubli d'un village non traité, nous avons notre cher Nord là, qui est très fragile, à chaque fois ça remonte. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous êtes en présence de votre stratégie de lutte. C'est pas parce qu'elle marche quelque part que d'un autre côté, il n'y aura pas un souci. Je pense qu'il y avait un petit problème à côté de Bangos, non? Oh, c'est bien la présentation. Donc par rapport au chikungunya, donc ça c'est la répartition des 63 cas qu'on a eu en 2005, avec une concentration sur Petite Terre, Mamoudzou, Akwa, bon, c'est un village, et 2 villages dans le centre. Bien sûr, avec nos 38% de population attaquée, bon, c'est un peu partout sur l'île, mais on revoit le même faciès, c'est-à-dire Petite Terre, Mamoudzou, Akwa
et les 2 villages qu'on retrouvait quand même en 2005. Donc c'est là aussi où vous arrivez à voir là où vous devez regarder l'importance de votre action, si vous devez choisir. Donc là, ça a été donc le taux d'attaque par semaine, donc semaine 4, et puis on arrive à semaine 9, et puis on là. Donc on voit toujours le côté d'Aqua au niveau chikungunya qui flambait à chaque fois. Ça a commencé d'ailleurs par le nord, et ensuite ça a atteint toute l'île. Et enfin, en semaine, on va dire en semaine 20, on a commencé à voir que ça commençait à se stabiliser, bien sûr avec les petits solos là, c'est l'intervention de la lutte antivectorielle au fur et à mesure des semaines. C'est-à-dire de la semaine 1, puisqu'on avait vu en 2006, on avait commencé vers le 9 janvier le premier cas, on avait fait les interventions au cas par cas, c'est-à-dire on avait un cas déclaré, on intervenait, et en fait en semaine 5 ça finit, ça nous a dépassé, donc on a dû faire un renfort et une attaque de toute l'île. Donc ça veut dire aussi que votre plan d'attaque, qui un jour vous allez dire bon aujourd'hui je vais faire ce côté-là et puis demain je vais faire ce côté-là, il peut aussi être évolutif par rapport à l'évolution de votre maladie. C'est jamais fermé, ne restez pas sur votre position en disant mais moi j'ai dit ça, comment je vais changer d'avis maintenant. C'est évolutif, comme je l'ai dit, c'est un processus dynamique et vous devez vous aussi vous mettre à chaque fois à revoir votre stratégie que vous avez mise en place. Et n'oubliez pas l'environnement, bien sûr, en étudiant un petit peu l'impact sur l'eau potable. Donc là, c'est juste pour vous dire, ne pas oublier justement les coins. Donc nous, on a mis de l'insecticide un peu partout, puisqu'on avait du shit partout. Et en fait, on a trouvé 1, 2, 3, 4 points, dont 2 où on a trouvé des insecticides que nous, on utilise en lutte antivectorielle. Donc, bon, on va pas faire le débat qui a utilisé quoi, qui a fait quoi. Bon, on a beaucoup d'agriculture, on a beaucoup de choses. D'un côté, ne pas flinguer la lave automatiquement, mais d'autre côté, ne pas aussi regarder peut-être que de ne pas voir l'iceberg quoi qu'il y a. Il faut tout regarder, c'est-à-dire il faut se remettre en question toujours pour savoir qui fait quoi et comment on peut arranger la chose. Parce que c'est vrai qu'on a une maladie, mais on a aussi l'environnement. Surtout qu'à Mayotte, je vous ai dit, on a un lagon qui est quand même assez riche et qu'il faut protéger. Je pense qu'ici, chacun de nous, que ce soit la Côte d'Ivoire avec ses animaux, que ce soit Mada où c'est une diversité extraordinaire, quel que soit le pays dans lequel on est, on doit quand même protéger les ressources qu'on a. C'est notre richesse. Donc voilà, en bref, donc les points forts de la lutte, ça a été la réorganisation de la lutte antivectorielle, l'affirmation du rôle majeur d'Anopheles Gambier, la description de Funestus 15 ans après sa disparition, la baisse du palu d'environ 75%, l'étude de la répartition des vecteurs sur l'île, donc quel que soit le vecteur quand même, la maîtrise de l'endémie à chikungunya, la mise en place, bon, il y a eu beaucoup de formations, je parle d'intégration, j'ai oublié de l'enlever, mais c'est pas grave, c'était par rapport aux agents que vous avez, vous devez savoir chacun de vous dans votre pays, est-ce que vous allez avoir des agents assermentés, des agents permanents ou des agents que vous allez prendre saisonniers. Donc c'est très important de savoir que vous devez avoir quand même un noyau fort sur lequel vous vous basez, qui est à prendre des aides de temps en temps. Et ensuite, bien sûr, des projets communs avec les partenaires de la région. Des points faibles toujours, parce qu'il y a toujours des points faibles. On n'est pas à l'abri d'une augmentation des maladies à transmission vectorielle. Bien sûr, le manque du personnel, 58 agents, c'est pas suffisant pour s'occuper de toutes les maladies qu'on peut avoir. Et ensuite, bien sûr, la surveillance entomologique, on n'est pas encore très très bon là pour l'instant, mais j'espère que cette année ça va démarrer. Donc, à promouvoir la collaboration territoriale et la participation communautaire. Donc on arrive à ce qu'on appelle la lutte intégrée. Donc je vais pas vous parler de ce diagramme qui est connu, c'est un diagramme qui est pris sur l'OMS ou sur un des bulletins entomologiques, dans lequel on place la lutte intégrée. Donc c'est un but pour pouvoir arriver à ce qu'on veut, dans lequel nous avons des moyens chimiques, des moyens biologiques, aménagement de l'environnement,
la protection personnelle avec le contrôle des contacts en vecteur et la lutte antipathogène. Et vous voyez, tout est imbriqué l'un dans l'autre, c'est-à-dire la lutte antivectorielle peut avoir autant des moyens chimiques que des moyens biologiques que l'aménagement de l'environnement. L'aménagement de l'environnement, ça peut être la direction de l'équipement, ça peut être les communes, ça peut être tout le monde. Donc c'est là qu'on dit quelle est la collaboration multisectorielle, on n'est pas tout seul. Donc des exemples là pour Mayotte, nous avons travaillé avec la direction de l'agriculture et de la forêt, donc c'est un service de l'État. Nous avons travaillé avec le Conseil général, qui n'est pas État, qui est, on va m'aider, c'est pas l'État, là c'est le Conseil général, c'est vraiment les départements qui travaillent. Et ensuite, avec la direction de l'équipement qui est un service de l'État, on a travaillé quand même avec les CIVOM et les communes, donc c'est le syndicat des intercommunal de ramassage des ordures et autres. Donc c'est très important de mettre tout le monde ensemble pour faire ce genre de travail. Ensuite, il y a la participation communautaire. Donc nous avons la course aux pneus, donc pour le 14 juillet ou le 10 juillet. Ça c'est une action qui a été mise en place par un entomo qui était à Mayotte à l'époque des années, avant les années 80 je pense, et qui a dit qu'il y a énormément de pneus qui traînent à Mayotte. Les pneus, c'est une catastrophe pour les AEDF, entre autres. Donc, cette journée de la course aux pneus, c'est les gamins ils s'amusent, tout le monde est là, c'est les gros bras comme les petits jeunes, on les voit tous ici. Et à la fin de la course, tous les pneus sont ramassés et ils sont mis dans une décharge spéciale pour ça. Donc soit on les utilise pour consolider des pentes, soit on les utilise pour faire des pots de fleurs, quand on les met par terre, il y a des fleurs là-dedans, ou bien il y a un recyclage des pneus mais à l'extérieur. Donc ça coûte très cher. Mais en tout cas, il y a des solutions sur l'île déjà qu'on peut faire. Il y a aussi les journées de nettoyage avec la population. Et c'est là que j'arrive sur le plan Combi. Le plan Combi, c'est-à-dire Communication for Behavioral Impact, c'est-à-dire la communication pour un impact comportemental. Ce plan-là intègre les techniques de la communication qui sont utilisées en général dans le domaine de la consommation, c'est-à-dire c'est le marketing, et il va aider à mobiliser l'individu et la communauté à acheter, donc à agir. Donc l'essence même du plan Combi, c'est ça. Et ce plan Combi a été repris dans le domaine de la santé par l'OMS. Au fait, il y a 5 domaines d'intervention dans cette stratégie. Et ces 5 domaines se complètent et se potentialisent pour atteindre l'objectif comportemental visé, c'est-à-dire un changement du comportement de la population. La mobilisation administrative, c'est la nécessité d'avoir des leaders engagés, donc je pense que là ça vous parle un peu. Donc les leaders, si les leaders ne sont pas engagés dans cette mobilisation, il n'y a rien qui va bouger. Donc il faut absolument que vous puissiez avoir avec vous les préfets, le gouvernement, le ministère de la Santé, les maires, on va aller même à l'école, dans les mosquées, n'importe. Nous à Mayotte par exemple, on est à 99% musulmans, nous avons énormément de leaders religieux qui ont leur mot à dire dans la communauté. Donc on travaille énormément avec eux. Donc ils doivent être engagés pour pouvoir persuader la population à agir. Ensuite, nous avons la mobilisation communautaire. En passant par les secteurs associatifs, nous avons des relais d'information et d'action auprès de la population. Donc vous avez beaucoup d'associations, je pense, même ici, non? La publicité. Donc pour pouvoir vendre un produit, il faut de la publicité. Donc la publicité va permettre de promouvoir et de valoriser le comportement auprès de l'individu. Donc vous avez les posters, vous avez les spots publicitaires à la télé, la lutte contre le palu, enlever les gîtes, bon il y a beaucoup de choses qu'on fait. On passe par la radio, la télé, les affiches.
La communication interpersonnelle, je vous ai dit que nous avons 40 agents de prévention, donc c'est là qu'ils interviennent au maximum, donc avec des visites du porte-à-porte par ces agents-là. Et ensuite, donc la promotion des points de vente, donc nous avons des centres, que ce soit les dispensaires, que ce soit à l'école, à la mairie ou autre. Donc c'est des lieux où l'individu peut aller chercher un renseignement ou un soutien pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit agir. Et vous remarquez que dans toutes ces mobilisations, on a une place très faible de la structure des soins. Par contre, il y a une mise en valeur forte de l'individu, de la communauté, des leaders d'opinion. Donc pourquoi un plan combi? Donc les conditions favorables, MTV, c'est les maladies transmises par les vecteurs. Donc nous avons des conditions favorables, le risque existe et il est majeur. La réduction du risque est accessible par un changement de comportement, c'est juste un changement de comportement. Le comportement n'est pas encore perçu par la population comme étant réducteur du risque, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas encore à intégrer que le moustique va donner la maladie. Les gens n'arrivent pas encore à intégrer que l'eau, c'est là-dedans qu'il y aura le bébé moustique, que c'est le nid du moustique. Ils n'arrivent pas à intégrer ça. Donc nous, on est là pour pouvoir promouvoir tout ça, justement. Le changement du comportement, il est simple, il est réaliste. On va le voir. Et le rapport coût-comportement adopté au bénéfice, absence de maladie, est très élevé. Donc le comportement visé par le combi, à Mayotte en tout cas, c'est 3 gestes. Je couvre, je vide, je jette. Ça coûte quoi? C'est combien le prix là? Je ne veux pas vous dire la lutte antivectorielle, ça coûte combien? J'ai évité quand même. D'accord? La fatigue. Au niveau de la fatigue. Qui est fatigué là? Personne. Vous savez quand les agents de la LAD, ils ont 15 kilos sur le dos pendant toute la fin de journée, quand ils ont des combinaisons d'astronautes là, dans lesquelles ils sont en train de transpirer, quand il y a la montée, donc c'est exténuant, là qui se fatigue. Rien. En plus, on met de l'insecticide partout. Environnement, tac, il en prend un coup. Là, l'environnement, il fait quoi? L'environnement, nous avons une super ville, et nous pouvons promouvoir le tourisme chez nous. Donc on a tout à gagner avec ces 3 gestes-là quand on peut le faire. C'est simple, c'est facile, ça coûte rien, il s'applique partout où la personne peut adopter le comportement, et les nids à moustiques sont partout si on n'y prend pas garde. Le petit pot de fleurs là qu'on met sur ouais, voilà. Il suffit juste de le vider une fois par semaine, c'est tout. Alors que nous, on nous demande de venir pour intervenir avec nos kalachnikovs et tout. Moi j'ai vu ça, hein, je suis arrivé, j'ai regardé un gîte, c'était un seau d'eau, et puis le monsieur il dit oui la date ne passe pas, j'ai dit mais monsieur, je me vois pas faire passer mes agents pour vider un seau. Des milliers de moustiques là-dedans. Et après les gens râlent. Donc là aussi vous devez prendre en compte dans votre plan de lutte nationale ce genre d'intervention. Donc voilà, Kongire, le débat. Le pilotage des maladies vectorielles, du risque des maladies vectorielles. Donc, un diagnostic entomologique. Identifier la cible. C'est quoi le moustique? Quand est-ce qu'il est là? Quand est-ce que je peux l'attaquer? Est-ce qu'un anophèle vit de la même manière qu'un Aedes ou qu'un Culex? Est-ce qu'il vit dans les mêmes endroits? Est-ce que nous avons le même impact? Un diagnostic opérationnel. Évaluation de la faisabilité. Comment? Qui travaille et combien ça coûte. Un diagnostic sanitaire, estimer les risques vectoriels. Où et quand. Donc ça, tout ça, vous devez le prendre en compte quand vous mettez en place une stratégie de lutte. Donc ce que nous on connaît, hein, c'est l'augmentation des trafics et des commerces. Hein, on n'est plus seul dans la planète. Hein, nous avons des avions, nous avons des bateaux, nous avons tout ça. Donc de plus en plus, dans les années 50, il y avait moins d'avions, je pense. Je me parlais du seul avion qui maintenant
fait la navette, donc on aura moins de risques que les moustiques se baladent, mais le jour où tu auras 10 avions, ben, tu augmentes le risque. L'introduction des vecteurs et des pathogènes. Les inconnus, c'est la capacité des vecteurs locaux à transmettre de nouveaux virus. C'est le comportement des vecteurs importés dans les conditions locales. Le comportement évolutif des vecteurs et des virus suite au changement climatique. Il ne faut pas oublier El Niño et tout ce contexte environnemental. On ne connaît pas l'interaction virus-vecteur-hôte à chaque fois, donc il faut étudier pour pouvoir mettre en place. Ce qui fait qu'on a un besoin permanent de surveillance, de recherche, de formation et d'emploi. Il y a un besoin de coordination régionale, nationale et internationale. On n'est plus seul sur la planète. On n'est pas sur notre petite île, parce que même l'île où on va dire on peut la confiner, oh Mayotte, 5 ans pour éradiquer le palu. Oui, mais on a oublié qu'on avait les vecteurs, que les vecteurs on ne pourra jamais les éradiquer, on peut les contrôler, et qu'on ne pourra jamais interdire aux gens qui viennent de venir avec leur maladie. On ne va pas arrêter tous les gens qui arrivent chez nous en leur faisant la goutte épaisse comme ça s'est passé à un moment. Bon, ça c'était il y a très longtemps, ça se faisait. Maintenant on ne peut pas arrêter chacun en disant bah, t'es malade, t'es pas malade, allez vas-y. Donc voilà. Alors c'est là j'arrive pas à dire. Il ça compte pour toi.